Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ce soir. Alors avant que nous démarrions, est-ce que ceux d'entre vous qui sont déjà connectés peuvent me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions que le son fonctionne correctement et que vous voyez bien la présentation à l'écran? Donc vous pouvez voir hein, la fenêtre questions, vous avez un petit carré avec un point d'interrogation. Parfait, tout fonctionne. Eh bien, merci beaucoup pour ces confirmations. On a la chance ce soir d'être accompagné de Valentin Offrand qui va nous parler des figures chartistes et de surtout comment les identifier et les utiliser dans son trading. Alors, je te laisse 2 minutes pour te présenter, Valentin. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce webinaire dédié à l'analyse technique et plus particulièrement donc aux figures chartistes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Valentin Franc, analyste des marchés depuis 2016. J'ai beaucoup utilisé l'analyse technique et je l'utilise toujours voilà, depuis 2016. J'ai également passé le CFTE, une certification internationale d'analyse technique qui est qui a été créée par l'IFTA pour ceux que ça intéresse. Et voilà, donc j'ai travaillé j'ai commencé chez FXCM, ensuite j'ai rejoint IG pour m'occuper de Daily FX, et depuis maintenant 2019, je suis à mon compte et je fournis euh, notamment la newsletter quotidienne d'IG et des idées de trading. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va passer rapidement sur l'avertissement, hein. Ceux d'entre vous qui ont l'habitude de nous suivre, le connaissent. On est là vraiment pour, vous partager, un savoir, des connaissances. Valentin va être amené à prendre, certains exemples pour illustrer son propos. Il s'agit absolument pas de conseils ou de recommandations. On parlera à la fin du webinaire hein, des différents types de comptes qui existent chez IG et notamment du compte sur CFD qui est ouvert pour vous par défaut, qui est un compte à risque limité, c'est-à-dire sur lequel vous avez un stop garanti obligatoire à passer à chaque ouverture de position. Donc ça, c'est vraiment important à savoir que vous êtes encadré. Au niveau d'IG, nous sommes un groupe coté à la Bourse de Londres. On a plus de 381 000 clients à travers le monde. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne. Et puis cette année, on aura le plaisir de fêter nos 50 ans. Voilà. Alors, je te passe la main, Valentin. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça Parfait. doit être. Ouais, ok. Alors, donc aujourd'hui, nous allons commencer pour ce webinaire dédié aux figures chartistes, tout d'abord par une introduction. Ensuite, je vais vous présenter les deux types de figures chartistes qui existent. Il viendra ensuite la présentation des figures chartistes les plus efficaces statistiquement. Donc, ça ne vient pas de moi, c'est selon des études euh, statistiques. Ensuite, quelques astuces, selon moi, pour trader les figures chartistes. Et enfin, des études de cas et exemples concrets qui sont évidemment, qui ne sont pas des recommandations, comme Maëva l'a très bien dit. Avant de commencer, je vous propose de répondre à un questionnaire sur votre expérience pour savoir quel type comment dire, d'audience j'ai à faire. Voilà, vous allez voir le sondage s'afficher à l'écran. Donc la question, depuis combien de temps tradez-vous sur compte réel? Donc je précise bien, c'est sur le compte réel. Donc vous avez différents choix, hein. Si vous êtes encore en démo, moins d'un an, 1 à 3 ans, plus de 3 ans, comme ça permettra à Valentin de pouvoir adapter son propos en fonction de l'expérience de chacun. D'accord, oui, on a plutôt en gros quasiment équivalent majoritairement soit de la démo, soit plus de 3 ans. Et après, une plus petite frange, moins d'un an, 1 à 3 ans. Donc, soit des personnes qui sont encore en démo, Valentin, soit des Ouais, personnes qui traitent depuis plus de 3 ans. ouais. Ok. Bon bah du coup je vais essayer d'être très large dans les explications. Donc alors pour commencer, donc les figures chartistes, ce sont des figures qui aident à déterminer l'évolution du sentiment du marché. Donc c'est vraiment basé sur la lecture du sentiment des opérateurs dans leur ensemble. Ce ne sont pas des figures magiques.
Voilà, elle donne un biais directionnel à privilégier. Elle permet de déterminer un objectif de prix et un niveau d'invalidation, ce qui permet généralement d'avoir un couple rendement-risque intéressant lorsque on les identifie et lorsqu'elles sont validées. Elles sont validées seulement lorsque le cours a complété la figure chartiste, ce qui est une erreur, j'insiste là-dessus, c'est une erreur souvent faite par les traders, c'est d'anticiper la figure chartiste. Voilà. Donc, une figure chartiste, elle est normalement valide une fois qu'elle a été formée complètement. Voilà. Et même après être validée, comme je l'ai dit, elles ne sont pas magiques, elles ne garantissent pas un résultat. Donc, il faut continuer il faut surveiller ces positions. Alors, il y a deux types de figures chartistes. Premièrement, les figures de continuation. Et ensuite, on a les figures de retournement. Donc, c'est assez transparent, hein. Les figures de continuation signalent une poursuite de la précédente tendance, la tendance qui précédait la figure chartiste. D'accord. Elles sont souvent un peu plus courtes en termes de durée, en termes de durée de formation. Donc, voilà, ça dépend des horizons de temps, mais si on regarde par exemple sur un horizon de temps, sur une unité de temps journalière, les figures de continuation, en théorie, c'est jusqu'à 3 semaines. C'est de la théorie, hein. En pratique, c'est pas forcément le cas. Et les figures de retournement, en général, c'est plusieurs semaines, voire quelques mois. Voilà. Et donc les figures de retournement, donc ça signale un retournement par rapport à la tendance qui précédait la figure chartiste. Les figures chartistes les plus efficaces, donc pour ce qui est des figures de continuation haussière, on a la tasse avec anse. La tasse avec anse, euh, elle est assez rare, enfin en tout cas elle n'est pas fréquente. En théorie, c'est considéré comme une figure de retournement, la plupart du temps en tout cas, parce qu'elle dure pas mal de semaines à se former. Donc c'est assez comment dire, étrange de la retrouver ici. Donc sachez que toutes ces données, tout ce classement provient d'un site que je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse après ce webinaire. C'est le site de Bulkowski, voilà, où il fait une étude très détaillée des figures chartistes. C'est, on va dire, un peu la Bible des figures chartistes. Voilà, c'est celui qui est le plus reconnu dans ce domaine-là à l'international. Donc, par contre, son site est très, comment dire, très ancien, pas très ergonomique. Donc, j'ai fait le travail à votre place en justement classant ces figures chartistes les plus efficaces. Donc, continuation haussière, on a Tasse avec Anse, les Free Rising Valley. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette figure chartiste, c'est normal parce que elle est très peu connue et elle est relativement rare. On a l'Orange qui est connu par tout le monde, qui est autant une figure de continuation qu'une figure de retournement, mais ça fait partie des figures de continuation qui sont comment dire, particulièrement efficaces pour signaler une poursuite de la hausse. Et on a le triangle ascendant. Donc vous voyez, vous avez toute la liste ici. On retrouve, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des figures chartistes de continuation haussière et également baissière. Voilà, donc c'est assez étrange. Ou alors, attendez, peut-être que j'ai fait une erreur dans mon... ouais, je pense que j'ai pas actualisé ici. Bon, par contre, les prochains graphiques sont actualisés. On a les figures de retournement haussière, les plus connues et les plus efficaces. Round-up top, les double bottom, tête et épaule inversée, donc ça, voilà, tout le monde connaît. Les aussi rounded bottom, donc c'est assez étrange de retrouver les rounded bottom dans cette catégorie ici. On a les ranges. Ensuite, en figure de retournement baissier, on a les V-top, diamond top, double top, tête et épaule et rounded top. Donc c'est assez intéressant de retrouver le rounded top dans les deux figures ici, enfin dans les figures de retournement haussière et figures de retournement baissière. Donc on va voir la distinction entre les deux. Il y a une petite subtilité. Donc pour les meilleures figures de continuation haussière, la tasse avec anse qu'on a tout à gauche.
Free Rising Valley. Donc, Free Rising Valley, c'est un range, mais qui est un petit peu orienté à la hausse. Donc, on a un creux, un sommet, un creux un peu plus haut que le premier, un sommet un petit peu plus haut que le précédent, et ensuite on a un nouveau creux qui est plus élevé que le précédent avant un breakout majeur. Et donc, ce qu'on appelle la confirmation line, ou la ligne de coup en français, c'est le sommet entre le deuxième et le troisième creux. Voilà. Dès qu'on passe ce seuil, la figure chartiste est valide, et à ce moment-là, on peut prendre position. Voilà. En termes de gestion de risque, le plus optimum, c'est de placer un stop en dessous du troisième creux, et ensuite un objectif qui correspond à la hauteur correspondant à l'écart entre le sommet et le creux, le dernier sommet et le dernier creux, pardon. Le triangle ascendant, donc ça c'est assez logique de le retrouver ici. Un triangle ascendant, c'est quoi? C'est une droite horizontale et des creux de plus en plus haut, ce qui fait qu'on a la base du l'oblique qui est en bas du triangle qui est haussière. Donc en fait, on a une compression du cours à l'intérieur d'un triangle, ce qui illustre tout simplement une pression acheteuse de plus en plus forte. Et lorsqu'on a la sortie par le haut du triangle, c'est à ce moment-là que la figure chartiste est valide et pas avant, parce qu'on peut très bien avoir une sortie par le bas, auquel cas c'est un signal baissier. En termes de gestion de risque, pareil, c'est pour quasiment tous les figures chartistes, c'est relativement simple, c'est placer un stop à l'opposé du breakout. Donc là, nous avons la ligne de coup pour le triangle ascendant. Le cours en sort par le haut, et donc du coup, il faut mettre un stop sous le dernier creux. Pas besoin de mettre un stop au premier creux de la figure, le plus éloigné, parce que en termes de couple rendement-risque, ça ne serait pas intéressant. Pourquoi? Parce que l'objectif théorique du triangle ascendant, c'est la hauteur entre le point A et le point B, qu'on reporte au niveau de la ligne de coup. Donc si vous utilisez cette hauteur-là comme objectif, mais également comme ordre d'invalidation, de stop, bah du coup, vous avez un couple rendement-risque de 1, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Statistiquement, vous gagnez, les meilleurs traders gagnent 60% du temps, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, si on gagne une chance sur deux, si on gagne une fois sur deux, pardon, et qu'on a un couple rendement-risque de 1, statistiquement, il n'y aura aucune performance. Elle sera même un petit peu négative, parce qu'il y a des commissions, ce qui est normal, lors de chaque transaction. Donc, il faut toujours avoir un couple rendement-risque supérieur à 1. Comme ça, même si vous n'avez que 30% de taux de réussite, si vous avez un couple rendement-risque supérieur à 2, vous serez profitable. Est-ce que tu Ici, veux, nous avons... Valentin, peut-être qu'on fasse un petit questionnaire sur les unités de temps? Comme ça Ouais, te permettra de faire le parallèle avec les figures. ouais, bonne idée. Alors, je vais vous proposer un sondage sur les unités de temps. Donc, quelle unité de temps utilisez-vous dans votre analyse technique? Est-ce que c'est plutôt le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures ou le journalier? Vous pouvez répondre et si jamais c'est une autre proposition, pensez bien à le préciser dans la fenêtre question et comme ça on pourra adapter en fonction, hein. Donc, majoritairement du journalier, hein. N'hésitez pas à répondre, ça permettra à Valentin de bien adapter son propos, notamment pour l'identification des figures. Alors, on a une personne qui nous dit 6 mois dans les questions. Donc ça, c'est effectivement très long terme. C'est pas habituel. Hmm. Et sinon, écoutez, là, je pense qu'on arrive au bout. Et on a majoritairement du journalier et du 1 heure, hein. Voilà. Ok. Ça tombe bien parce que c'est les unités de temps que j'utilise et qui sont les plus adaptées pour trader les figures chartistes. Les figures chartistes fonctionnent également
en intra-journalier, mais je dirais que c'est moins fiable. Voilà. Donc, pour ceux qui traitent sur le 4 heures, daily ou même le weekly, donc le journalier, pardon, ou l'hebdomadaire, les figures chartistes sont très adaptées. Généralement, plus l'unité de temps est longue et meilleurs sont les signaux des figures chartistes. Donc voilà, donc moins il y a de faux signaux. Parce que ce qui peut arriver dans les figures chartistes, c'est qu'on ait un breakout et ensuite une réintégration de la figure chartiste. Et donc ça, généralement, ça peut venir invalider la figure, ou en tout cas, ça vient la fragiliser. Pour une invalidation complète, il faut, par exemple, si on sort par le haut du triangle ascendant, pour une invalidation complète, il faut un repli sous le dernier creux, à l'intérieur du triangle. Maintenant, si imaginons on a le breakout et qu'on a une réintégration, faut pas directement pas forcément clôturer votre position et dire que c'est perdu. On peut avoir une réintégration, ça veut simplement dire que le momentum, que la pression acheteuse n'est pas extrêmement forte. Voilà, donc c'est une indication utile au final pour savoir la pression acheteuse ou vendeuse derrière le prix. Si on a un breakout et que ça part vraiment en flèche, dans ce cas, c'est-à-dire qu'il y a une forte pression acheteuse, donc normalement le prix, le marché devrait aller très loin. Voilà. Donc je reviens sur les meilleures figures chartistes. Alors, il y a juste une question, Valentin, avant que tu passes aux autres. Une question sur le triangle ascendant. La question, c'est dans la figure du triangle ascendant, je ne vois pas un triangle. Est-ce qu'il y a des critères pour considérer que la figure est un triangle? Je pense qu'en fait, le triangle, c'est le prolongement justement des axes rouges que tu as Ouais, tracés, en fait. c'est ça. C'est cette figure-là, donc c'est tout à droite. Donc là, en fait, un triangle ascendant, c'est une base horizontale qui fait office de résistance, et ensuite une oblique haussière qui sert de base. D'accord? Donc ça veut dire que vous voyez, on a une pression acheteuse de plus en plus forte. Pourquoi? Parce que les creux sont de plus en plus élevés. Les creux du marché sont de plus en plus élevés, tandis que les sommets sont à l'horizontale. Voilà. L'inverse, c'est un triangle descendant. Triangle descendant, dans une tendance baissière, par exemple, on a une pause du marché, la formation d'un triangle descendant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un support horizontal et qu'on a des sommets de plus en plus bas, ce qui forme un triangle descendant. Voilà. En fait, c'est un triangle rectangle, hein, concrètement. Bah parfait. Écoute, la personne me dit que c'est clair. Très bien. Ok. Merci beaucoup, Valentin. Alors, passons aux figures chartistes les meilleures de continuation baissière. Alors, j'ai pas mis toutes les figures chartistes. Attention, là, j'ai mis un top 3 parce que des figures chartistes, il y en a des dizaines et des dizaines. Voilà, donc j'ai mis vraiment le top 3 des figures chartistes pour euh, continuation, retournement, haussière, baissière. Voilà. Donc, meilleure figure de continuation baissière, on a le drapeau. Euh, donc, bizarrement, le drapeau ici, c'est un drapeau haussier, d'accord? Mais euh, l'inverse est, comment dire, est valide. C'est-à-dire qu'on a une tendance baissière, la formation d'un drapeau. Donc, un drapeau, c'est un tout petit canal qui se forme à l'encontre, à l'inverse de la tendance précédente. Et il est tout petit en termes de fluctuation, généralement, et en termes de temps. Et ensuite, on a une sortie dans la même direction que la précédente tendance. Donc là, par exemple, ici, ce qu'on a, c'est un drapeau haussier. Donc là, on a un signal positif. Pourquoi? Parce qu'on avait une hausse, un tout petit drapeau de quelques jours. Donc ça peut être quelques jours, voire quelques semaines, euh, théoriquement. Et ensuite, vous voyez qu'on a une sortie par le haut. Donc là, on a une figure qui est haussière. Imaginez maintenant l'inverse, une tendance baissière, un drapeau qui va un petit peu vers le haut, et ensuite, on a un breakout baissier. Donc c'est au moment du breakout, toujours au moment du breakout, qu'on a le signal technique. Ce n'est pas avant. C'est pas parce que vous voyez la formation d'un drapeau qu'on va forcément avoir une sortie par le haut. Il faut toujours attendre le breakout. Et une fois qu'on a le breakout, c'est à ce moment-là
qu'on a la figure chartiste qui est validée. Parce qu'un drapeau peut facilement se convertir en un rundant top. Si on a par exemple une accélération baissière, à la place du breakout haussier, on peut avoir un rundant top, on peut avoir même peut-être un V-top, voilà, on peut avoir une autre figure chartiste à la place. Chaque figure chartiste est validée au moment du breakout de la ligne de coup. Voilà. La ligne de coup, pour l'identifier, c'est simple, hein. En fait, c'est l'oblique ou le seuil qui fait que comment dire, la figure chartiste ne peut pas être modifiée. Lorsqu'on a une sortie par le haut, là, on a un drapeau et le drapeau il est gravé dans le marbre. Voilà, il va pas se transformer en un V-top. Voilà. Donc, là, par exemple, on a une tasse avec anse inversée, qui est une figure de continuation baissière fiable, selon, encore une fois, l'étude de Bulkowski. Vous voyez qu'on a donc une tasse inversée, hein, faut l'avoir inversée. Donc la tasse et ensuite l'anse, la anse de la tasse. Dans l'idéal, la tasse et la anse se collent. Là, on voit qu'on a une petite période de range qui a duré quand même 2 mois. Et ensuite, on a la baisse. Donc la ligne de coup, c'est laquelle? En fait, c'est le support qui correspond au creux de janvier 96, mars, avril 96 et ensuite juin. Donc je ne sais pas si je peux avoir un sticker, enfin une espèce de petit pinceau. Alors je crois pas. Donc je peux pas vous faire voir ma souris. Mais donc du coup voilà, donc c'est une fois qu'on a la cassure du support, que la tasse avec anse est comment dire validée d'un point de vue technique. Et à ce moment-là, l'objectif c'est quoi? C'est la hauteur de la tasse à reporter au niveau du breakout. Ensuite, on a le fanion. Le fanion, figure de continuation baissière. C'est comme un drapeau, sauf que au lieu que les droites du drapeau soient parallèles, un drapeau c'est comme comment dire, un canal, mais de très court terme. C'est ça un drapeau. C'est un canal de très court terme. Donc le canal, il a ses droites parallèles. Un fanion, il y a une des droites, enfin les deux droites vont pas être parallèles. Et il y en a une qui va généralement euh, comment dire, s'orienter vers l'autre. Donc c'est pas un fanion, ça se ferme. C'est une figure qui se ferme avec le temps. À un bout d'un moment, les deux droites vont s'intercepter. C'est pas un drapeau qui va être, enfin c'est pas un fanion n'est pas un triangle ouvert où les deux droites vont jamais s'intercepter dans le futur. Donc voilà, le fanion, on y sort par le bas. Euh, et quand on y sort par le bas, on a le signal baissier. C'est à ce moment-là qu'on peut prendre position, qu'on peut mettre un ordre stop d'invalidation au sommet du fanion, et ensuite un objectif qui correspond ni plus ni moins qu'à la hauteur de la précédente tendance baissière. Donc là, vous voyez la distance entre A et B est à reporter au niveau de C, lorsque le prix sort par le bas du fanion. Voilà, donc la distance entre C et D est en théorie la même que la distance entre A et B. Voilà. Alors, on a quelques questions, Valentin, par rapport à ça. Ces figures sont-elles adaptées au trading des indices sur une journée? Donc là, je pense que la personne parle de l'intraday sur les indices. Moi, de ce que je comprends, c'est que, en fait, c'est valable sur différentes unités de temps et quel que soit le marché finalement. Donc, ça peut marcher sur tout. Ouais, ça peut marcher sur tout. Après, comme je l'ai dit, plus une temps est longue, généralement, plus les figures châssis sont fiables. Donc, mais ça, c'est pour tout, hein. Plus on est sur de l'intraday et plus il y a de bruit, on va dire. Donc, c'est possible d'utiliser les figures châssis sur de l'intraday, mais c'est généralement moins fiable. Faut être plus prudent. Donc, euh, donc voilà. Et c'est possible d'utiliser sur les indices, sur les actions, matières premières, forex. Forex, il y a une particularité du forex, c'est que c'est toujours euh, un marché qui se base sur la relativité de deux actifs, donc l'euro-dollar.
donc c'est l'euro versus le dollar. Ce qui fait que les figures chartistes on peut trader des figures chartistes sur le Forex, mais c'est un marché qui est vraiment différent des autres. Voilà. Euh, donc il a vraiment ses spécificités. C'est pas forcément plus difficile, mais il a vraiment ses subtilités. Donc voilà, je pense que faut se spécialiser sur un ou deux marchés en tradant par exemple les figures chartistes. Par exemple, faites, je sais pas moi, indice matière première ou indice forex, voilà, parce que chaque classe d'actifs a quand même sa particularité. Et le forex particulièrement vu que c'est vraiment tout le temps des forces relatives que vous tradez lorsque vous tradez le forex. Alors que lorsque vous achetez, je sais pas moi, le DAX, bah c'est le DAX, certes contre l'euro, mais voilà, c'est pas une action contre une autre. Voilà, vous n'allez pas acheter le DAX et shorter l'euro, même si en soi c'est un peu le cas. Vous vendez l'euro pour acheter des actions. Mais voilà, Forex c'est particulier. Donc je dirais que si vous tradez les figures statiques sur le Forex, pratiquez vraiment beaucoup en amont. Alors, une autre question, pour valider le breakout d'une figure, est-ce qu'il faut attendre que la bougie soit finie ou pas? Oui, alors en théorie oui, c'est beaucoup mieux. Euh, Maintenant ça peut faire manquer comment dire quelques points parce que la clôture va peut-être se faire loin, beaucoup plus loin que la ligne de coup, donc ce qui est un peu dommage, mais en même temps, ça veut dire que la pression acheteuse ou vendeuse, ça dépend si c'est une figure haussière ou baissière, est forte. Plus on a un chandelier important lors du breakout, plus ça veut dire qu'on a une pression acheteuse ou vendeuse importante. Voilà. Donc, certes, on ne rentre pas au prix de la ligne de coup, mais au moins, on sait qu'il y a une pression acheteuse ou vendeuse du marché qui est forte. Ça ne garantit pas le succès de la figure châssis. Ça, on peut très bien avoir ensuite un prix qui invalide la figure, un mouvement du marché qui va à l'encontre du mouvement précédent. Voilà, il n'y a aucune garantie, mais en termes on va dire de chance, de probabilité, c'est beaucoup mieux de voir lors du breakout un chandelier important, avec un corps important. Attention, parce que si on voit des mèches, la mèche, ce qui est la partie du chandelier qui ne correspond pas au corps, si on voit une grande mèche, mais un petit corps, donc ce qu'on appelle un doji ou quelque chose qui est proche d'un doji, pas totalement, mais voilà, si on a des grandes mèches, là par contre, faut s'inquiéter du breakout. Parce que plus les mèches sont importantes par rapport au corps, et plus c'est le signe d'une indécision de la part des investisseurs. Et à l'inverse, moins les mèches de la bougie sont importantes, et plus ça veut dire que le marché a de la conviction et de la force. Voilà. Voilà, généralement c'est comme ça qu'on sont interprétés les chandeliers, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais bon là du coup c'est un autre sujet, c'est les chandeliers japonais, Mm. et c'est plus du tout les figures Bah chartistes. parfait. Il y a plus de questions pour le moment. N'hésitez pas à reposer vos questions, hein, et puis après, on refera un point avec Valentin pour y répondre au fur et à mesure, hein, dans la fenêtre questions. Je te laisse poursuivre, Valentin. Alors, ouais. Les meilleures figures de retournement haussière. Donc là, cette fois-ci, on passe sur les figures de retournement. On n'est plus sur de la continuation. Donc, figure de retournement, je le répète, c'est euh, une tendance qui prévalait, la figure chartiste, et ensuite une figure qui va à l'inverse, dans le sens opposé de la précédente tendance. Alors que les figures de continuation, je le répète, euh, lorsqu'elles aboutissent, signifient, ou en tout cas suggèrent plutôt, une poursuite de la précédente tendance. Voilà, donc là, les figures de retournement haussière, c'est-à-dire que la précédente tendance était baissière. Donc on a le Rounded Top, Rounded Top qui, en théorie, si vous lisez les livres d'analyse technique ou même les blogs, enfin, en théorie, c'est une figure qui est en haut d'une tendance haussière qui signifie le retournement. Ce qui est très vrai lorsque on a la sortie par le bas
la cassure de la ligne de coup. La ligne de coup, c'est la droite entre A et C, vous voyez, ou c'est plutôt le support de A. Si le cours venait à clôturer en dessous de A, dans ce cas-là, on aurait le round top théorique, figure baissière, de retournement baissière. Maintenant, si au final, on n'a pas la clôture en dessous de A, mais qu'on a un rebond sur ce support avec un important chandelier haussier, dans ce cas-là, c'est une figure haussière de retournement haussière. Voilà. Le double bottom, il est très simple à identifier, hein. C'est un double creux, à peu près au même niveau, pas forcément au pips près, hein, ou au point près. Et à la ligne de coup, bah, c'est le sommet entre ces deux creux. Et c'est dès qu'on dépasse cette, cette ligne de coup que la figure chartiste est valide. Notez que on peut très bien avoir un round top qui se transforme ensuite en double bottom. Vous voyez, les deux creux du double bottom peut très bien correspondre au creux de A et C du round top. On a le round top qui ne suggère pas une baisse mais un rebond. Et ensuite, le dépassement du point B du round top, auquel cas on a la formation d'un double bottom. Voilà. Donc un round top peut très bien se transformer en double bottom. D'ailleurs, on peut avoir plusieurs figures chartistes qui vont signaler une base majeure, hein. On peut très bien avoir un V-bottom qui se transforme ensuite en épaule tête-épaule inversée. Donc là, vous voyez l'épaule tête épaule inversée. Si on avait eu une tête très importante et très rapide, vous voyez, comme un peu un flash crash avec un rebond, et qu'on aurait toujours les deux épaules, bah du coup, vous voyez qu'on aurait eu dans un premier temps un V-bottom et ensuite la formation d'une épaule tête-épaule inversée. Donc on peut très bien avoir un combo de figures chartistes, ou en tout cas des figures chartistes, une figure chartiste à l'intérieur d'une autre. Voilà, c'est possible. Donc pour l'épaule tête-épaule inversée, la ligne de coup elle n'est pas forcément en biais, elle peut très bien être à l'horizontale. Et c'est lors de la cassure de la ligne de coup qu'on a la figure classiste qui est valide. Et lorsqu'elle est valide, théoriquement, l'objectif, c'est la distance entre le creux de la tête et la ligne de coup à reporter au niveau du breakout. Et le seuil d'invalidation, c'est le dernier creux. Voilà. Donc toutes ces figures chartistes, normalement, il y a un couple rendement-risque supérieur à 1 et une probabilité de gain supérieure à 50%. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que statistiquement, toutes les figures chartistes que vous allez voir ne seront pas rentables, mais par contre, sur le long terme, normalement, ça devrait être le cas. Alors, passons maintenant aux figures de retournement baissière. On a le diamond top qui est assez rare. Donc en fait c'est quoi? C'est, vous voyez, un espèce de diamant. En fait c'est un triangle ouvert qui est rejoint par un triangle symétrique, ce qui forme un diamant. Donc ça signifie quoi? Ça témoigne de l'indécision de la part des investisseurs. Attention parce qu'on peut très bien avoir, vous voyez, une sortie par le bas. Donc une sortie par le bas, ça suggère un retournement baissier, mais ensuite un pullback. Ça arrive, c'est pas constant, mais ça peut arriver. Donc il faut faire attention, il faut avoir un stop placé au-dessus du récent sommet, du dernier sommet, pour invalider. Mais si c'est le cas, ensuite, bah, soit la figure chartiste est invalidée pour toujours, ou alors si on a une correction ensuite, une chute, et qu'on repasse
sous, vous voyez le creux qui a suivi le breakout, bah, dans ce cas-là, on peut se repositionner à la baisse. Voilà, donc le pullback n'est pas du tout constant, hein, c'est pas, ça n'a pas lieu tout le temps. Là, c'est un cas exceptionnel, ça peut avoir lieu. Donc ça invalide, je dirais, la figure, mais, euh, mais parfois on peut quand même avoir une poursuite de la baisse. Ensuite, on a le V-top. Donc j'ai expliqué c'était quoi le wave bottom, c'était vraiment, imaginez un peu un flash crash et ensuite un rebond majeur. Bah, le V-top, c'est pareil, sauf c'est l'inverse. Donc on a imaginé une envolée et ensuite un mini crash, voilà, qui vient faire corriger l'ensemble des gains lors de l'envolée du marché. Donc V-top, c'est un signal de top important. Ça signale généralement, lorsque une tendance se termine, le momentum doit ralentir. S'il accélère, c'est généralement le signe d'une forte émotion de la part des opérateurs des marchés. Donc lorsqu'on a une tendance haussière et qu'on a ensuite une rapide accélération, c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, donc les peurs de manquer les gains. Et lorsqu'on a à l'inverse un V-bottom où on a voilà, une tendance baissière et ensuite un mini crash, bah là c'est le signe d'une panique en fait, c'est panique générale, tout le monde vend. Donc dans les deux cas c'est généralement irrationnel hein, lorsqu'on a des fortes émotions généralisées par les opérateurs de marché, faut généralement faire l'inverse. Donc voilà, V-top, figure de retournement baissière, V-bottom, figure de retournement haussière. Et le double top, bah, c'est l'inverse du double bottom qu'on a vu précédemment. Hein. Donc le double top, deux sommets, et la figure est valide uniquement lorsqu'on enfonce la ligne de coup. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on valide la figure chassis, qu'on peut rentrer bah, soit la vente ou short. Et ensuite, l'objectif, c'est voilà, la hauteur du double top. Vous voyez, l'amplitude entre le double sommet et la ligne de coup à reporter au niveau du breakout. Voilà. Généralement, pour tout ce qui est figure de retournement, l'objectif c'est au moins la hauteur, la plus grande hauteur que vous pouvez trouver dans la figure chartiste. Voilà. Juste pour vous garder c'est une règle hein, comme ça. C'est pas forcément tout le temps le cas, mais c'est l'objectif minimum. Donc, donc pour le double sommet, comme j'ai dit, c'est la hauteur entre le plus grand sommet et la ligne de coup. Pour le diamant, ça va être la hauteur entre voilà, les deux triangles, la plus grande hauteur qui sépare les deux triangles, ça c'est l'objectif minimum. Donc voilà, la plus grande hauteur que vous pouvez trouver à l'intérieur d'une figure chartiste, c'est généralement l'objectif minimum. Et par contre, pour une figure de continuation, en théorie, l'objectif c'est un report, une nouvelle impulsion de la même amplitude que celle qui précédait la figure chartiste. Donc imaginons, on avait le S&P qui passait de 4000 à 5000 points. Ensuite, on a la figure chartiste de continuation, un drapeau, et qu'on y sort par le haut. Donc la précédente tendance entre 4000 et 5000 points, c'était 1000 points. Donc ces 1000 points-là, vous allez les reporter par rapport au plus bas du drapeau. Voilà. Donc la hauteur, enfin l'amplitude du précédent mouvement, c'est à reporter au niveau du breakout de la figure de continuation. Voilà. Quelques astuces maintenant pour trader les figures chartistes. Donc c'est des astuces de mon expérience personnelle et également que j'ai pu voilà, lire dans les livres d'analyse technique et notamment le passage du CFTE. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend. Donc les volumes ne sont pas le plus important, mais on va dire que c'est quelque chose qui peut donner une idée de la force derrière le marché, comme un peu le corps du chandelier. Je vous ai expliqué lors du breakout, si on a un chandelier important avec un corps important,
euh, c'est le signe d'une pression acheteuse ou vendeuse forte. Et ben les volumes, c'est pareil. Ce qu'on veut voir, c'est des volumes forts lors du breakout. Si on a des volumes qui sont faibles, euh, voilà, c'est à remettre le breakout est à remettre en question. Alors, faut pas forcément l'ignorer. Encore une fois, le volume c'est secondaire, mais voilà, ça devrait inciter à plus de vigilance. Important encore une fois, je répète, de jamais anticiper la formation d'une figure statique. Il faut attendre qu'elle soit complète parce que une figure de continuation peut très bien se transformer en une figure de retournement tant qu'elle n'est pas valide. Plus les figures sont de courte durée et peu claires, donc à identifier. Ouais, si vous tracez un double top qui est pas vraiment un double top parce que la distance entre les deux tops, voilà, est quand même forte et vous savez pas trop ce que c'est. Enfin voilà, si on a une figure chartiste qui qu'on identifie mais qui est pas vraiment claire, généralement elles sont moins fiables. Voilà. Inversement, hein, plus la figure chartiste est claire, et généralement plus elle est fiable. Les rebonds à la ligne de coup semblent se produire plus fréquemment sur des cassures avec des faibles volumes. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Lorsqu'on a une sortie par le haut d'une figure chartiste, si on a des faibles volumes, euh, on va souvent revenir tester la ligne de coup et peut-être on va même invalider, enfin le marché va venir invalider la figure chartiste et prendre la direction opposée. Attention, pardon. Les volumes ne sont pas les plus importants. Vraiment, le plus important, c'est la figure chartiste. Les volumes sont secondaires. Donc vraiment, c'est quelque chose à surveiller, mais c'est pas non plus quelque chose de vraiment indispensable. Et à l'inverse, les replis à la ligne de coup, lorsque la figure chartiste est baissière, sont plus fréquents lorsqu'on a des volumes élevés. Voilà, donc c'est vraiment l'inverse des sorties par le haut. Lorsqu'on a une sortie par le haut, l'idéal c'est d'avoir des volumes élevés. Et lorsqu'on a une sortie par le bas, des figures chartistes, l'idéal c'est d'avoir des volumes faibles. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si on a des volumes faibles, on a une perte d'intérêt de la part des investisseurs. Pour les plus prudents, lors du breakout d'une figure chartiste, il est préférable d'entrer 50% de sa position à ce moment-là, lors du breakout, puis les 50% restants lors du pullback à la ligne de coup. S'il y en a un et s'il n'y a pas de pullback, bah tant pis. Vous avez que 50% de votre position idéale, mais au moins voilà, ça permet de diminuer le risque. Et, euh, et j'invite à une gestion de risque dynamique lorsque vous tradez les figures chartistes, c'est-à-dire de rapprocher, éliminer le plus rapidement votre risque. Lorsque vous prenez une position acheteuse parce qu'on a eu un double bottom, votre stop, initialement, vous le mettez en dessous du double bottom, mais ensuite, à mesure que le marché monte, il faut que vous remontiez votre stop pour qu'il atteigne au moins votre prix d'entrée. Comme ça, si le marché, imaginons, se retourne, parce que c'est possible, au moins, voilà, vous serez stoppé à votre prix d'entrée et vous ne perdrez pas. Voilà. Maintenant, attention, parce que aussi, voilà, faut pas être trop, comment dire, rapide, parce que si vous ne laissez pas le marché respirer, bah, du coup, vous ferez sortir tout le temps. Donc, voilà, il y a un entre-deux, entre remonter son stop rapidement pour éliminer son risque, mais pas non plus trop rapidement, sinon vous allez vous faire sortir tout le temps. Alors, je vais passer aux études de cas, mais avant tout, il y a un Alors, questionnaire. on a Voilà. juste une petite question, Valentin, et après je lance le sondage. Une personne demandait s'il existait une application qui permet d'identifier les figures chartistes. Alors, c'est vrai Alors, qu'il y a le market screener sur ProRealTime, mais c'est pas une recherche directement de figures techniques. ouais, je sais pas si sur ProRealTime il y a. C'est assez rare de trouver ce genre de logiciel. Euh, à ma connaissance, enfin, j'en ai pas trouvé. Ça doit exister, mais bon, ça doit être rare. Voilà. Donc, Ok. moi, ce que je Je vous lance invite, le c'est vraiment de vous sondage. familiariser avec ces figures. Acheter un bouquin, vous pouvez les trouver gratuitement sur Internet. Vous vous familiarisez avec, et honnêtement, c'est pas très compliqué à les identifier, hein. Il y en a, voilà, une dizaine, une quinzaine,
à avoir en tête, on va dire une dizaine. Et voilà, donc vraiment, c'est pas extrêmement difficile. Parfait. Merci Valentin. Je lance du coup le sondage avant qu'on passe aux études de cas. Quel marché tradez-vous principalement? Alors, vous pouvez répondre directement en cliquant. Est-ce que c'est plutôt les actions, le forex, les indices, les matières premières? Si c'est un autre marché tel que les cryptos ou les taux, n'hésitez pas à cocher cette option et à me le préciser dans la case question. Comme ça nous donne une petite idée de la tendance. Pour le moment, c'est plutôt assez proche entre les actions, le forex et les indices. Mm. Crypto, une personne qui nous dit crypto. Voilà. Alors là, on est à 80% de votants. Voilà, donc c'est serré entre les actions et les indices, un petit peu moins de forex et assez peu de matières premières et autres. Bon, en tout cas, j'en ai préparé pour tout le monde, donc voilà, c'est la bonne nouvelle. DXY, donc Forex, puisque c'est le dollar face à un panier de devises majeures, principalement l'euro. C'est pour ça que le DXY ressemble beaucoup à l'inverse de l'euro-dollar. Donc on voit ici le DXY, euh, beaucoup de figures chartistes. On va commencer ici, donc on a une tendance haussière. Ici on a un top qui se forme, on a un range, on sort par le bas du range. Donc en bleu c'est toutes les lignes de cours que j'ai identifiées. Il y en a sûrement plus. Voilà, mais... Donc on a le range, en bleu la ligne de coup. Vous voyez, on sort par le bas avec un important chandelier baissier. On a un pullback. Alors attention, le pullback, vous voyez, c'est pas, il n'est pas au point près à la ligne de coup. On va pas avoir un. Parfois, il y a des cas d'école où on a le pullback à la ligne de coup et directement à la ligne de coup, on a une nouvelle impulsion baissière. Là, on voit qu'on a réintégré un petit peu le range avant de rebaisser en dessous. Donc, faut faire preuve de flexibilité quand on trade les figures chartistes. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir son stop trop court, mais ni trop loin pour avoir un couple rendement-risque intéressant. Donc, donc voilà, faut laisser le temps au marché de respirer. Donc on a le breakout, vous avez votre stop en théorie en haut du range. On a la réintégration, ça c'est mauvais signe, mais vous voyez qu'on n'a pas la cassure on n'a pas de rebond au-dessus de la moyenne mobile, qui est ici à 20 jours. Donc bon, on n'a même pas de rebond à plus de 50% du range. Vous voyez, on est toujours vers le bas du range. Donc bon, on a ce rebond à l'intérieur du range, et ensuite on a une nouvelle baisse. Nouveau chandelier baissier important, la tendance baissière, et ensuite on a une espèce de V bottom qui se forme fin décembre. Vous voyez, accélération baissière, ensuite accélération haussière. Donc là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un retournement haussier qui se forme. Et ensuite, on a une espèce de épaule tête épaule, épaule tête épaule inversée au niveau de 103 à 44 en ligne de coup qui vient d'être validée. Donc là, ça suggère une poursuite de la hausse. En tout cas, tant qu'on est au-dessus des 102,50, c'est techniquement bullish pour le moment. Prix de l'or, alors c'est très intéressant. On a l'or qui consolide, consolide sous son record de 2020-2021 à 2000 à peu près 80 dollars. On l'a temporairement dépassé en décembre à 2100 et quelques, mais bon, c'est en intraday, on n'a pas eu de clôture au-dessus. Donc voilà, on a techniquement une résistance pluriannuelle à 2075 dollars. Donc c'est d'un point de vue couple risque-rendement, lorsqu'on a une résistance comme ça pluriannuelle, bah, on sait que les vendeurs sont généralement présents. Et là, on voit une figure en triangle symétrique. On y sort par le bas. Donc là, c'est techniquement baissier. C'est un signal baissier pour le marché. Il faut faire attention au pullback qui, il me semble, a eu lieu cette semaine. Mais bon, tant que le pullback ne dépasse pas le sommet de fin janvier, début février à 2060 dollars, théoriquement, la figure chartiste baissière est toujours valide. Pour ce qui est du Russell 2000, là on a pareil un triangle symétrique, sauf qu'on y sort par le haut. Donc c'est plutôt un fanion
qu'on a à faire, euh, donc on a un fanion. Pourquoi? Parce qu'on sort par le haut alors que la précédente tendance était haussière. Rappelez-vous la différence entre un fanion et un triangle symétrique. Triangle symétrique, c'est une figure de retournement. Un fanion, c'est une figure de continuation. Les deux sont pareils, sauf que normalement le triangle symétrique prend plus de temps à se former. Euh, donc voilà, le fanion, figure de continuation. Donc, donc c'est-à-dire que la sortie doit se faire dans la même direction que la tendance qui prévalait avant la formation du fanion. Donc là, la tendance était haussière. On a le triangle qui est un fanion parce qu'on y sort par le haut. Et donc ça suggère une poursuite de la tendance haussière. Et l'objectif, en théorie, c'est l'amplitude entre le creux d'octobre et le sommet de décembre, à reporter depuis le creux de janvier à 1900 points. Donc comme ça, de visu, on a un creux d'octobre à, on va dire, 1650, un sommet à 2075, donc ça fait 425 points de hausse à reporter depuis les 1900 points du creux de janvier. Donc ça fait 2325 points, plus ou moins. 2325 points d'objectif haussier pour le Russell 2000. Nasdaq Next Generation 100, donc c'est on va dire les valeurs du Nasdaq les plus spéculatives. On a eu une sortie par le haut du range. Et notez que avant la sortie par le haut du range, on a eu quelque chose qui nous mettait la puce à l'oreille que la pression acheteuse était particulièrement bullish. C'était que on est revenu tester le haut du range en décembre et qu'ensuite on a eu un repli mais qui n'a pas duré dans le temps. Et du coup, le marché a consolidé sous, euh, sous la borne haute du range. Donc le fait qu'on consolide sous la borne haute du range, alors qu'en théorie la pression vendeuse domine, c'est-à-dire que les acheteurs sont très présents. Voilà, donc lorsque vous voyez ça, lorsque vous voyez un rebond en plein milieu du range, ou un repli, hein, voilà, ça veut dire que voilà, la pression acheteuse ou vendeuse est importante. Donc là, pression acheteuse importante, en plus on sort par le haut, avec des volumes importants. Donc là, c'est un cas d'école d'un retournement haussier. Voilà, on a eu la tendance baissière en début 2022, la longue consolidation qui a duré plus d'un an, 18 mois, la sortie par le haut. Théoriquement, de toute façon il n'y a aucune garantie, mais théoriquement, là on a une nouvelle tendance haussière qui s'installe. Le Hang Seng Tech, là aussi c'est très intéressant. Donc vous voyez là on a une figure on peut avoir plusieurs avis sur la figure chartiste. Certains peuvent dire qu'on a une épaule tête-épaule inversée, mais également un range. Dans les deux cas, de toute façon, c'est des figures chartistes de retournement haussière, dans ce cas-là, puisqu'on a une sortie par le haut. Donc, en soi, que ce soit un range ou une épaule tête-épaule inversée, ça sert à rien de débattre là-dessus, parce que les deux, on va dire, sont corrects, sont valides. Le plus important, c'est de savoir qu'on a là un signal bullish, et donc ça suggère un retournement haussier. Voilà. Donc là, le Hang Seng, tant qu'il ne se replie pas sous les 3000 points, le Hang Seng Tech, pardon, c'est pas le Hang Seng Index, c'est le Hang Seng Tech, donc c'est la tech de la bourse de Hong Kong. Tant qu'on ne recule pas sous les 3000 points, là on a des perspectives qui redeviennent haussières. Et ensuite, pour aller plus loin, l'idéal c'est de combiner ça avec les fondamentaux. Là, depuis quand même quelques semaines, on a la Chine qui multiplie les mesures pour des mesures vraiment spécifiques pour le marché boursier, pour vraiment relancer son marché boursier, alors que toute l'année 2023, les mesures de Pékin, c'était surtout pour tenter de relancer l'économie, qui ont plus ou moins bien fonctionné, on va dire plutôt décevantes, voilà, mesures plutôt décevantes. Là, on a des efforts quand même ciblés par Pékin pour faire rebondir le marché boursier. On a une figure chartiste de retournement haussière, donc voilà, c'est de bon augure. Encore une fois, il n'y a aucune garantie. Ça, c'est possible
qu'au final, on a une poursuite de la tendance baissière, hein. Mais voilà, là, on a une combinaison entre macro, où un, un début d'amélioration, ou en tout cas, on a des signes d'une amélioration, une volonté spécifique que le marché boursier rebondisse, et on a en plus techniquement quelque chose qui est bullish. Donc là, je vois pas les raisons d'être bearish tant qu'on ne repasse pas sous les 3000 points. Si on repasse sous les 3000 points, là, c'est poursuite de la baisse. Donc voilà. Nvidia, bon bah là on a eu un cas d'école à Nvidia, un peu comme le Nasdaq Next Generation que je vous ai fait voir. On a eu un long range qui a duré 6 mois à peu près. Euh, on a eu des rebonds, vous voyez, à l'intérieur du range, qui se sont faits bien plus haut que la borne basse du range. Donc ça veut dire que la pression acheteuse commence à, à s'accentuer, à se renforcer. Et ensuite, on a une sortie par le haut avec un important chandelier et des volumes importants. Donc là, c'était un cas d'école. D'ailleurs, il me semble que j'avais proposé à l'achat sur une idée de trading sur le site IG. Et voilà, ensuite, on a eu l'explosion à la hausse. Euh, Inimaginable, hein, fondamentalement. Bon, pas trop des raisons, mais voilà, je pense que ça a surpris énormément de personnes, moi compris, évidemment. Euh, voilà, une progression de 50-60% suite à ce breakout. Donc, en l'espace de un mois et quelques. Donc, bon, c'est impressionnant. Comme quoi, il faut jamais sous-estimer le marché. Et que parfois, quand on suit trop, on essaie d'être trop, comment dire, rationnel d'un point de vue des fondamentaux, eh bien, on loupe des mouvements. Là, fondamentalement, je pense que c'était dur de rentrer à l'achat, de justifier un achat sans se fier à l'analyse technique, hein. Début janvier, acheter Nvidia à des multiples de valorisation aussi élevés. Bon, il y aura toujours des raisons, hein, la croissance, etc., etc. Mais bon, je pense que enfin, fondamentalement, je pense que c'était difficile à justifier. Alors que d'un point de vue technique, l'avantage de l'analyse technique, c'est que voilà, vous avez un prix. Certes, vous pouvez combiner votre analyse technique avec l'analyse des fondamentaux, mais là, vous avez un prix. Le marché vous dit que c'est bullish. Et bien parfois, il faut faire le bet et suivre la troupe et du coup être bullish. Voilà, donc là, c'était Nvidia. Microsoft, pareil, on a une succession de figures haussières. Alors déjà, on a eu la figure de retournement en fin 2022. C'était un espèce d'un range ou pareil, une épaule tête-épaule inversée. Parfois, on a souvent des ranges ou des épaules tête-épaule inversées comment dire, qui se confondent. Donc, mais bon, peu importe, dans les deux cas, de toute façon, ça suggère le même mouvement. Donc là, on a la ligne de coup de la figure chartiste. On y sort par le haut. On voit qu'on a un pullback à l'intérieur du range. Donc voilà, c'est un peu. Quand on passe à l'achat à ce moment-là et que quelques jours plus tard, on est dans le rouge, que le prix réintègre la figure chartiste, c'est déstabilisant. Mais bon, il faut avoir dans ce cas, on va dire, confiance dans les statistiques et se dire que oui, il y a des fois où la figure chartiste ne fonctionnera pas, que le marché invalidera la figure chartiste, qu'on aura au final un mouvement inverse. Statistiquement, encore une fois, il n'y a pas 100% de taux de réussite. Aucune figure chartiste n'a 100% de taux de réussite. D'ailleurs, il me semble que la plus élevée d'après Bulkowski, c'est 60 et quelques pourcents, c'est entre 60 et 70. Donc, c'est-à-dire que statistiquement, vous avez plus de 3 fois sur 10 où n'importe quelle figure chartiste va vous donner un mauvais signal. Donc, c'est pour ça qu'un stop est indispensable en trading. Si vous tradez, surtout avec de l'effet de levier, le stop est vraiment indispensable. D'où l'avantage des turbos que j'ai propose. Donc voilà, Microsoft, range, on y sort par le haut. Moment déstabilisant en février-mars, parce qu'on a eu la crise des banques. Rien à voir, mais bon, ça fait une inversion polarisée sur les marchés. Mais bon, ensuite, rien n'empêche Microsoft de progresser. En tout cas, à ce moment-là, on a une belle tendance haussière, indiscutable. Ensuite, juillet-août, on a une respiration, la formation d'un triangle descendant. Donc là c'est de mauvais signe. Si
on sort par le bas de ce triangle descendant. Si on y sort par le bas, si on a la belle clôture baissière avec des volumes dans l'idéal, bah là, ça aurait signifié un retournement baissier. Sauf que on a eu un rebond sur la base du triangle, on sort par le haut, et vous voyez, nouveau mouvement de hausse. Et ensuite, on a un nouveau petit triangle descendant, on peut dire que c'est un fanion même, on y sort encore une fois par le haut, et voilà, et là on a une nouvelle petite consolidation. Vous noterez que généralement, lorsqu'on a la figure de retournement et qu'on a voilà, ces impulsions qui suivent, donc impulsion, respiration, chaque impulsion qui va suivre, généralement, va être de plus en plus faible. La première impulsion après la figure de retournement est normalement la plus importante. Vous voyez ici, on a une grosse impulsion haussière, une respiration de 2-3 mois, une nouvelle impulsion qui était beaucoup plus petite que la précédente, même si en théorie, c'est bien en théorie, la précédente tendance, l'amplitude de la précédente impulsion est à reporter par rapport à la figure de continuation. Ça, c'est en théorie. Et en pratique, c'est souvent le cas ce qu'il faut faire. Mais vous voyez que le chemin est beaucoup plus turbulent que lors de la première impulsion. Voilà, ça c'est une observation que j'ai faite, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent la deuxième impulsion, voilà, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de moments délicats à trader. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Valentin, pour toutes ces explications. Alors, je vais partager mon écran juste pour vous parler un petit peu de la façon dont vous pouvez retrouver la présentation que Valentin nous a faite ce soir. Ce sera disponible dès demain en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez un QR code à scanner juste ici, réseaux sociaux, et vous pourrez retrouver la page YouTube. Ce sera également disponible en replay sur IG Academy. Tout à l'heure, Valentin vous a parlé des idées de trading. Donc, effectivement, on envoie des idées de trading gratuites. Elles sont publiées par Valentin, par Day by Day, par Trading Central également. C'est vraiment des scénarios complets avec une entrée en position, un scénario d'invalidation pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. C'est vraiment l'outil idéal. Donc, n'hésitez pas à vous abonner directement en scannant ce QR code et puis vous pouvez retrouver nos podcasts. J'en profite également parce qu'on a lancé une nouvelle offre cette semaine. Si vous avez envie d'ouvrir votre compte de trading, eh bien, en ce moment, on vous offre le livre de Romain Daubry, donc spécifique sur le trading à effet de levier. On parle des turbos, des CFD, etc. Donc, n'hésitez pas à faire votre ouverture. Hein. On a un stock limité parce qu'on a seulement 100 livres qui sont disponibles. Donc voilà, c'est vraiment pour les 100 premiers nouveaux clients. Il faut déposer au moins 3 000 € sur votre compte de trading et ça peut vous permettre, encore une fois, eh bien, de vous former plus au trading. Alors, on m'a demandé de remettre les QR codes. Alors, je vous les remets à l'écran. Voilà, vous devriez les voir s'afficher juste ici. Je les laisse encore un instant. Merci en tout cas, Valentin. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Et excellente fin de journée.